Aux États-Unis, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie après des tornades dévastatrices dans le centre-est du pays. L'État du Kentucky a particulièrement été touché. Les tornades auraient fait entre 70 et 100 morts, rien que dans cet État, d'après le gouverneur. Au Liban, une explosion dans un camp de réfugiés palestiniens a fait un mort. Cela s'est produit près de Tyr, dans le sud du pays. Nous en parlerons avec notre journaliste spécialiste du Liban, Bilal Tarabeh. Et puis cette annonce de la Banque mondiale, elle enverra bien une aide humanitaire à l'Afghanistan, elle qui l'avait bloquée depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. D'ici fin décembre, la Banque mondiale débloquera 280 millions de dollars pour le pays. Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Ces tornades dévastatrices aux États-Unis, elles ont touché le centre-est du pays et notamment l'État du Kentucky où des dizaines de personnes auraient perdu la vie. La ville de Mayfield a en partie été rasée. C'est là qu'on dénombre le plus de victimes. On va écouter le gouverneur du Kentucky. Je crains qu'il y ait plus de 50 morts dans le Kentucky. La confirmation concernant l'identité de chaque victime est en train d'arriver, mais nous allons probablement perdre entre eux 70 et 100 personnes. Et c'est dévastateur. Ces cartes montrent les 4 tornades, la plus longue étant d'une longueur de 365 km. Et on va tout de suite écouter les précisions de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Mabin. Il nous fait le point sur la situation après ces tornades. Le bilan humain, vous l'avez entendu, est en constante progression puisque le jour n'est levé que depuis quelques heures et que, comme vous le savez, cette série de tornades meurtrières a frappé durant la nuit. 5 États ont été touchés. Le Kentucky le plus durement, l'Arkansas, l'Illinois, le Tennessee et le Missouri. Et on peut même y ajouter la Louisiane, ce qui porte à 6 le nombre des États frappés par les tornades. La tornade principale, celle qui a causé le plus de dégâts, a parcouru près de 370 km du nord de l'Arkansas à l'ouest du Kentucky, ce qui, selon les spécialistes du phénomène, est une distance rarissime, surtout avec cette intensité. D'ailleurs, le Kentucky enregistre la tornade la plus brutale de son histoire. C'est le comté de Grave qui a été le plus durement touché, et notamment la ville de Mayfield qui totalise pour l'instant le plus grand nombre de morts et les dégâts matériels les plus importants. Dans l'Illinois, vous l'avez évoqué, c'est un gigantesque entrepôt d'Amazon qui a été touché, piégeant une centaine de salariés, parfois ensevelis sous les décombres. À mesure que l'Amérique se réveille ce samedi, les images de dévastation inondent les chaînes d'information américaines et rajoutent à la sidération du public, puisque en temps normal, ces phénomènes sont anticipés par les autorités. Le phénomène des tornades est évidemment bien connu des Américains, y compris sur cette côte est américaine. Mais cette fois, le phénomène semble avoir surpris les experts, puisque dans l'Illinois, notamment, les habitants ne semblent pas avoir eu le temps de rejoindre les abris anti-tornades, ni même les basements, les caves aménagées dans les maisons traditionnelles américaines. Enfin, les toutes premières informations communiquées à l'échelon fédéral confirment le déclenchement du plan d'urgence fédéral, la mobilisation des gardes nationales des États et l'acheminement de moyens d'évacuation exceptionnelle dépêchée par les États voisins et notamment par les forces armées. En clair, tout ce que l'Amérique compte de moyens de secours et de transport militaire ou public sur la côte est des États-Unis s'est figé cette nuit pour se mettre entièrement à la disposition des populations frappées par le désastre. Cette explosion au Liban, près de Tyr, dans le sud du pays, elle a fait un mort. Il s'agit d'un Palestinien. Cette explosion a retenti dans un camp de réfugiés palestiniens. Elle aurait été provoquée par un court-circuit dans un entrepôt qui contenait des bouteilles d'oxygène. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, notre journaliste spécialiste du Liban, Bilal Tarabeh. Bonjour. Bonjour. Alors pour l'instant, on a peu d'informations sur ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'en savoir plus ? C'est si compliqué d'en savoir plus, tout simplement parce que l'État libanais ne contrôle pas du tout les camps palestiniens et ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc pour bien comprendre, il faut revenir sur cette question, qu'est-ce que c'est un camp palestinien ? Alors il faut imaginer, il faut voir que ça n'est pas un camp de tentes siglées UNICEF ou autres qu'on a l'habitude de voir sur les terrains de conflit, tout simplement parce que les Palestiniens sont installés au Liban depuis 1948.
depuis la création d'Israël. Donc ça fait un peu plus de 70 ans qu'ils sont dans le pays. Donc ce qu'on appelle des camps palestiniens sont au quartier des villes, enfin sont en réalité des villes, ce sont des quartiers avec des immeubles, des rues. Et si quelqu'un ne sait pas qu'il s'agit d'ailleurs d'un camp palestinien, il peut ne pas faire la différence entre la partie d'une ville libanaise où il se trouve, en l'occurrence on parle d'un camp qui est à Tyr, dans le sud du Liban, et le camp lui-même. Alors, ces Palestiniens, quand ils se sont installés en 1948, ont été toujours dans un contexte où il y avait ce qu'on appelait les Fedaïn, c'est-à-dire les combattants palestiniens, qui faisaient la guerre contre Israël. Et en 1969, il y a eu ce qu'on a appelé les accords secrets du Caire, qui étaient des accords entre Yasser Arafat, le chef des combattants palestiniens, et le gouvernement libanais, pour que ces camps au Liban puissent officiellement servir de base arrière aux combattants palestiniens. Donc en fait, les combattants palestiniens faisaient la guerre à Israël. Depuis le territoire libanais, ces accords secrets du Caire ont tenu quand même quasi 20 ans. Ils ont été abrogés vers 1987, mais leur structure perdure. Et concrètement, comment ça se passe ? Alors aujourd'hui, il y a toujours 12 camps palestiniens au Liban. Il y avait à peu près 140 000 Palestiniens qui sont venus en 1948 dans le pays. Il y en a aujourd'hui 500 000. Donc comment ça se passe ? Chaque camp finalement est contrôlé par l'une des factions palestiniennes qui existent dans les territoires palestiniens. C'est pour ça que là, on vous parle du Hamas dans ce camp précis. Ça peut être le Hamas ou ça peut être le Fatah qui est lié à l'autorité palestinienne. Et en fait, il y a un deal entre l'État libanais et ses factions palestiniennes qui consiste en substance. L'État libanais délègue à ses factions le maintien de l'ordre au sein des camps pour avoir en fait en échange finalement une certaine paix. Et la seule exception qu'il y a eu à ça, c'était en 2007 dans le nord du pays à Tripoli où un groupuscule islamiste avait pris contrôle d'un des camps palestiniens. L'armée libanaise est intervenue, a tiré sur le camp et c'est la seule fois de l'histoire du Liban et de tous les conflits qu'il y a eu dans le pays où l'armée libanaise est intervenue contre un camp palestinien. Merci beaucoup Bilal Tarabeh pour toutes ces précisions. L'État français peut souffler car c'est bien à la France que la Grèce va acheter 3 frégates, un contrat à 3 milliards d'euros qui avait été conclu fin septembre. Mais ces derniers jours, les États-Unis ont jeté le trouble en annonçant une possible vente à Athènes de 4 frégates. De quoi raviver des souvenirs douloureux pour Paris. Après cette crise il y a quelques mois sur un contrat de sous-marin que la France devait vendre à l'Australie. Les intempéries dans le sud-ouest de la France ont provoqué de nombreux dégâts, notamment à Bayonne. Depuis vendredi soir, la situation reste sous haute surveillance dans la ville du Pays Basque après des inondations. Malgré la décrue amorcée, de nombreux habitants ont encore les pieds dans l'eau. C'est un reportage réalisé par nos confrères de France 2. La Nive déchaînée en plein cœur de Bayonne. Le courant est surpuissant. La rivière est sortie de son lit au milieu de la nuit. Des habitants viennent observer la force des éléments, un moment un peu désolant pour ce restaurateur. Enfin, c'est déprimant, quoi. Je sais pas comment dire. Parce qu'avec les fêtes de Noël qui arrivent, le Covid, tout ça, on sort un peu à la tête de l'eau et puis finalement, on se retrouve dans l'eau aussi. Après une nuit de stress pour de nombreux commerçants et habitants, le réveil est rude. On part justement sur le secteur de Guy. Donc là, on repart au pick-up. Avec le début de la décrue, les pompiers patrouillent en paddle de maison en maison. C'est pas la même. On fait des reconnaissances, on fait de manière à savoir si on doit intervenir pour pomper, avant tout pour sécuriser les personnes. Les habitants qui ont passé la nuit à l'hôtel peuvent revenir chez eux ce matin, souvent dépités en découvrant les dégâts. Le parquet était neuf, Ça vient d'être refait, l'appartement vient d'être refait à neuf. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis là et l'appartement a été refait il y a 2 ans et demi en fait. Et l'eau a fait sauter tout le parquet. Même spectacle de désolation chez les voisins. Voici la vidéo que cet habitant a filmée chez lui hier, au plus haut de la crue. Sylvain Corr a beau avoir surélevé ce qui pouvait l'être, les dommages sont importants. Il va falloir tout nettoyer, il va falloir que les experts constatent ça et puis qu'on passe à autre chose, quoi. Les plus anciens de ce quartier de Bayonne assurent n'avoir jamais vu un tel débordement de la Nive en un siècle. Un épisode qui n'a fait heureusement aucune victime.
Les agriculteurs indiens rassurés par les annonces de leur gouvernement après un an de manifestations contre des réformes agraires aujourd'hui abrogées. Des milliers de protestataires ont quitté le camp sur lequel ils étaient installés près de la capitale New Delhi. Ils estiment que les autorités ont répondu à leurs attentes. Les précisions de notre correspondant à New Delhi, Thomas Denis. C'est la fin d'un siège qui a duré plus d'un an et c'est vraiment en chantant la victoire que les fermiers quittent aujourd'hui leur camp de lutte, leur village de lutte aux portes de la capitale indienne New Delhi. Les tentes sont en train d'être démontées, les tracteurs sont chargés de vivres, d'équipements, les fermiers s'embrassent, laissent complètement exploser leur joie. Et petit à petit, ils sont en train de libérer les voies rapides sur lesquelles ils s'étaient installés. Et dans les campagnes, c'est la même chose. Hein, c'est la joie. Les familles attendent leurs héros, préparent de vraies festivités. Hein, sur la route du retour, des tracteurs un avion a même largué des fleurs sur le cortège de tracteurs. Dans les villages, on prépare un festin. Et on veut vraiment avoir une vraie fête pour ne pas oublier ce moment d'immense soulagement. Car les fermiers n'auront pas à passer un hiver de plus dans des conditions difficiles, dans un lieu, comme vous l'avez dit, où tout était un peu prévu pour durer. Hein. Il y avait des endroits, des tentes, des endroits pour faire sa lessive, des stands pour discuter, un hôpital, des hôpitaux de fortune. Et donc tout ça, eh bien, c'est replié. Les fermiers plient bagages et ils n'auront pas à combattre jusqu'à la mort comme ils l'avaient plus ou moins promis. L'Afghanistan va enfin pouvoir bénéficier d'une aide humanitaire. La Banque mondiale a annoncé que la somme de 280 millions de dollars serait débloquée d'ici fin décembre. Elle avait suspendu son aide depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. On voit ça avec Inès Olagaray. Pour beaucoup de familles afghanes, l'hôpital est le dernier recours pour prendre soin de leurs enfants. Depuis le retour au pouvoir des talibans, les médicaments et les biens de première nécessité se font de plus en plus rares. Ces familles ne peuvent pas se permettre de chauffer leur maison et les enfants ont souvent des pneumonies. C'est souvent combiné à de la malnutrition. L'annonce de la Banque mondiale est une lueur d'espoir pour les Afghans. L'organisation qui avait gelé son aide depuis fin août vient d'annoncer le transfert de 280 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Cet argent provient de l'ARTF, un fonds composé de multiples donateurs qui coordonnent l'aide internationale en Afghanistan. Afin d'aider les civils sans soutenir le régime des talibans, ces fonds iront directement à l'UNICEF et au Programme alimentaire mondial, deux ONG implantées depuis longtemps dans le pays. Il est absolument crucial que les donneurs internationaux fournissent de l'aide pour éviter que l'économie ne s'écroule et pour que les services de base puissent continuer à fonctionner. En septembre, l'ONU avait lancé un appel de fonds de plus de 600 millions de dollars pour financer les opérations humanitaires en Afghanistan jusqu'à la fin de 2021. Avec ces 280 millions de dollars, les ONG sur place vont pouvoir administrer 1 million de doses de vaccins, délivrer des médicaments à 12,5 millions d'Afghans, mais aussi fournir de la nourriture à plus de 2,5 millions d'entre eux. Jusqu'ici, les fonds de la RTF étaient la plus grande source de financement pour le développement de l'Afghanistan. Ils représentaient jusqu'à 30% du budget du pays. La fédération camerounaise de football a élu un nouveau président. Il s'agit de l'ancien footballeur Samuel Eto'o. Il a été élu avec 43 voix face au président sortant Seydou Bombo Njoya qui a lui recueilli 31 voix. Le candidat malheureux aura passé 3 années à la tête de la FECAFOOT. Son élection en 2018, contestée par plusieurs personnalités du football camerounais, a été annulée à la mi-janvier par le tribunal arbitral du sport. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.